Bien, bonjour, rebonjour. Bonjour à ceux qui nous rejoignent et rebonjour à ceux qui sont déjà là depuis le début de cette matinée, depuis le début de nos travaux. On poursuit donc avec une seconde table ronde où on va parler solutions, opportunités pour sortir le bâtiment de la crise dans laquelle il se trouve et aussi pour l'aider à accélérer sa transition écologique. Pour évoquer ces enjeux, j'ai le plaisir d'accueillir Barbara Pompili, ancienne ministre de la Transition écologique dans le gouvernement de Jean Castex. C'est bien ça, ouais. Oui, c'est vrai que ça remonte peut-être un petit peu maintenant, mais c'était bien Jean Castex, actuellement ambassadrice déléguée à l'environnement. Sylvain Wasserman, président directeur général de l'ADEME, donc l'ADEME c'est l'agence de la transition écologique, et Marjolaine Meunier-Milfer, présidente de l'alliance HQE-GBC et ancienne députée, et Dominique Cottineau, délégué général de l'UICCB, il y a 2 C maintenant, c'est ça, Union des industries de la construction et du commerce du bois. Bonjour et bienvenue à tous les 4. Alors certes, les chiffres ont commencé à remonter la pente. D'après la Fédération française du bâtiment, la FFB, en 2025, les permis de construire ont progressé de 16%, les logements commencés ont augmenté de 8% sur un an. L'amélioration entretien qui englobe la rénovation et donc notamment la rénovation énergétique a reculé de 1%. Le non résidentiel, lui, a chuté de 7%. L'instabilité qui handicape la filière aurait déjà amené les entreprises à supprimer 20 000 postes l'année dernière, alors qu'on a précisément besoin de bras pour adapter le parc à la nouvelle réalité climatique. Dans le même temps, le CITEPA, le Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique, estime que le bâtiment a émis en 2025 56,5 millions de tonnes équivalent CO2. C'est une petite baisse de 1% par rapport à 2024, baisse imputée aux variations de consommation de fioul et de gaz naturel. Et quand on sait que le bâtiment doit faire diminuer ses émissions de 7% chaque année pour espérer atteindre l'objectif 2030 de la 3e stratégie nationale bas carbone, on peut se dire qu'il y a encore du travail. Barbara Pompili, on va commencer avec vous donc pour prendre de la hauteur, du recul sur ces enjeux. Je rappelle donc que vous avez été ministre de la Transition écologique, vous êtes aujourd'hui ambassadrice déléguée à l'environnement. Qui dit ambassadrice dit travaux internationaux, réflexion internationale, coopération internationale. Justement, sur cette scène internationale, où se situe aujourd'hui la France en termes d'engagement en faveur du climat et de la biodiversité ? Tout d'abord, bonjour à tous et très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Alors effectivement, moi je ne suis pas une professionnelle du bâtiment, mais j'ai eu affaire à de nombreux professionnels du bâtiment, notamment quand j'étais ministre, mais aussi maintenant dans mes activités un peu plus à l'international. Et c'est vrai que j'ai tendance toujours à prendre le bâtiment comme un peu la référence de nos réussites ou de nos échecs dans la lutte contre le changement climatique, parce que je crois qu'à partir du moment où on aura réussi à vraiment faire bouger le paquebot du bâtiment, en fait on aura les clés, je pense, de notre avenir. Et c'est pour ça que j'ai accepté, quand j'ai été invitée, de venir ici, parce que je pense que c'est très, très important de réussir à faire bouger ce paquebot. Mais c'est un paquebot, mais ça demande énormément d'efforts, ça demande aussi énormément de coordination. Et c'est ce que j'avais réalisé quand j'étais ministre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous demander de faire un certain nombre d'efforts si on ne donne pas une direction générale. Et c'est pour ça que l'accord de Paris, parce que la France à l'étranger, d'abord c'est l'accord de Paris. Et l'accord de Paris, je crois qu'il faut le voir pour ce qu'il est, c'est-à-dire un signal qui permet justement de donner une nouvelle orientation. Je vous donne un exemple, moi qui suis à l'international, je peux vous dire que par exemple les Chinois ont parfaitement compris le signal envoyé par l'accord de Paris. Eux, ils ne se sont pas posés de questions philosophiques sur qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ils se sont dit, ah là, il y a un nouveau marché qui est en train d'émerger, un marché des renouvelables. Eux, ils y sont allés à fond pendant que tout le monde se posait des questions et hésitait, etc. Eux, ils ne se sont pas posés de questions. Résultat, maintenant, ils sont les numéros 1 et ils nous écrasent complètement sur ce domaine. Donc, il faut qu'on comprenne qu'on peut voir le changement climatique comme un fardeau qui nous arrive sur les épaules. Et puis, je peux vous dire, il va y en avoir d'autres. Il y a le sujet de l'eau là, qui est en train de monter. Il y a la question de la biodiversité. Donc, on peut voir ça comme des fardeaux. Ou alors, on peut voir ça comme un nouveau contexte qui offre plein d'opportunités. Et ceux qui vont saisir ces opportunités les premiers, c'est ceux qui seront les grands gagnants. Donc,
moi, c'est comme ça que je vois les choses et je crois qu'on ne peut pas faire ça tout seul. C'est pour ça que je soutiens beaucoup ce qu'on appelle le secrétariat général à la planification écologique, que connaît bien mon voisin, qui est un organe qui est supposé un peu coordonner tout le monde. Parce qu'on a besoin, si on veut y arriver, de se donner un plan, de se donner une direction. Et une fois qu'on a cette direction, et c'est pour ça que j'aime bien, ici ça s'appelle le défi 2050, ben voilà. On se donne l'objectif de 2050 et après on se met en ordre de marche. On essaye de mettre en place les régulations qu'il faut et après on essaye de plus bouger les régulations pour vous donner une visibilité. Les régulations, les aides, etc. Pour que vous puissiez investir, que vous puissiez former. Donc ça, c'est ce que je crois qu'il faut faire au niveau national, mais on est dans un contexte international. Il y a la question des chaînes de valeur, il y a la question des matériaux, etc. Et donc, on a besoin aussi de gérer ça. Donc, au niveau international, évidemment, nous, on essaye de porter cette ambition. Il y a eu la déclaration de Chaillot, qui a été le premier engagement international de gouvernement autour d'une vision commune sur les politiques à mettre en œuvre pour la décarbonation du bâtiment. Il y a eu aussi la COP30 à Belém, juste l'année dernière, qui n'a pas été une très grande réussite, mais qui a permis quand même de réunir une 60aine de pays dans ce qu'on appelle un conseil intergouvernemental bâtiment et climat, qui a travaillé sur les logements abordables et durables, a permis de soutenir des initiatives très concrètes comme la promotion de matériaux plus durables, tels que le ciment mélangé à faible teneur en clinker. Ouais. Voilà, j'apprends des trucs aussi. Et je voulais enfin citer au niveau international encore l'Alliance mondiale des bâtiments et constructions, qui est une plateforme climat depuis la COP21 et qui sert à mobiliser le secteur du bâtiment à zéro émission à l'horizon 2050. Et nous en assurons la présidence avec le World Business Council for Sustainable Development, qui est donc très impliqué. Et l'ADEME, tu en parleras certainement, fait un travail dans ce cadre. Et dernier point, vous savez que cette année, la France a la présidence du G7. Et donc, dans le cadre de cette présidence du G7, nous allons organiser, la France, une initiative sur la résilience de l'immobilier pour la prospérité. Je vous dis juste le titre et puis vous verrez ce qui va se passer plus tard. Merci. Merci à vous. Donc effectivement, on le voit, ça bouge déjà pas mal à l'international, mais ça bouge aussi au niveau national. Alors justement, vous parliez de l'ADEME. Sylvain Wasserman, vous êtes donc à la tête de l'ADEME. L'agence que vous dirigez a fait parler d'elle lors des débats sur le budget 2026 et puis ces recherches effrénées d'économie dans les finances publiques. Est-ce que vous pouvez justement profiter de cette occasion aujourd'hui pour nous rappeler le rôle de l'ADEME dans le financement de la décarbonation du bâtiment ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, pour résumer le rôle de l'ADEME, d'abord c'est un centre d'expertise avec 600 ingénieurs qui vont travailler notamment pour les différents ministères en soutien technique. C'est aussi un outil qui est une agence de l'État pour intervenir dans deux domaines principalement si on regarde les grandes masses financières. Le premier, c'est la décarbonation des entreprises. Et le deuxième, c'est les infrastructures comme les fonds chaleur, comme les réseaux de chaleur qui sont sur nos territoires. Donc ça, c'est les principaux domaines d'activité. Et puis à côté de ça, moins important en enveloppe financière, il y a beaucoup d'actions sur l'innovation, il y en a beaucoup sur le bâtiment, j'en parlerai tout à l'heure, qui relèvent plus de l'ordre de soit de l'expérimentation, soit du lancement d'initiatives, soit de l'accompagnement de solutions émergentes. Je prends quelques exemples. Ça va être notamment structurer toutes les données du bâtiment avec des outils comme Batizoom qui ont été lancés, que les professionnels connaissent souvent, pour vraiment comprendre les dynamiques de résultats dans le bâtiment. Et d'ailleurs, on y voit le chemin parcouru dans le domaine du bâtiment. Je ne sais pas si on en a tous conscience, mais aujourd'hui, la transition écologique, c'est aussi une histoire de chiffres, d'objectifs. Et tu parlais des accords de Paris. C'est plus uniquement des intentions, c'est des plans d'action, des programmes, des évaluations de politique publique. Quand on regarde le bâtiment, c'est quand même... Alors nous, on s'occupe surtout de la partie du tertiaire, du petit tertiaire, avec notamment des outils de suivi des consommations. C'est une vingtaine de % de baisse de ces consommations sur les bâtiments tertiaires. Et puis si on prend un pas de recul sur le résidentiel, on s'aperçoit quand même que la consommation d'énergie finale par mètre carré a été divisée par 2 depuis les années 80. Donc c'est quand même en valeur absolue un signe majeur d'évolution du bâtiment résidentiel ou tertiaire.
Et puis du coup, le rôle de l'ADEME, puisque vous m'interrogez sur ce sujet, dans cet accompagnement, va être notamment dans les sujets émergents. Je vous donne un exemple tout simple. Les copropriétés, c'est un sujet de rénovation inextricable. Si ceux qui côtoient les systèmes décisionnels des copropriétés le mesurent tous les jours. Je l'ai vécu dans des vies précédentes. On a lancé des appels à projets qui fédèrent à la fois des banques, à la fois des bureaux d'études, à la fois des acteurs de l'immobilier, à la fois des experts de l'énergie, pour trouver des solutions clés en main avec des contrats de performance énergétique. Et c'était intéressant de discuter avec ceux qui ont répondu à ces appels à projets et ceux qui ont gagné les lauréats. Parce qu'en fait, je leur disais, mais vous auriez pu le faire tout seul. Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Et ils n'avaient pas été dans cette logique de construire des alliances pour répondre à des offres intégrées et packagées. Et ils nous ont dit, en fait, bien sûr, on aurait pu le faire avant, mais quand vous avez lancé ce signal sur le marché de dire, tiens, il est temps maintenant d'avoir des offres packagées pour les copropriétés qui soient transverses à des métiers très différents pour construire des partenariats, et là, on a franchi le pas. Donc, c'est un exemple de l'efficacité d'outils comme l'ADEME pour impulser au nom de l'État, en tant qu'agence de l'État, des dynamiques, évidemment, qui n'ont de sens que lorsque le marché s'en saisit après. Oui, effectivement, cette notion d'impulsion est importante. Marjolaine Meunier-Milfer, vous connaissez également très bien, évidemment, Bonjour. depuis tout ce temps, ces sujets de transition écologique du bâtiment. Vous êtes à la tête de l'Alliance HQE-GBC. Quelle est votre vision des progrès ou des reculs, des opportunités ou des risques en la matière? C'est vaste. C'est très vaste. C'est vaste. Et c'est ce que je me suis dit avec le titre de notre table ronde. La solution de sortie de crise, on aurait vraiment pu mettre le crise avec un S. Parce que la question qu'on peut se poser, c'est de quelle crise on parle là en fait. Parce qu'on a l'impression qu'il n'y en a pas une, il n'y en a pas deux, il y en a 10 qui nous tombent dessus en même temps. Et clairement, le préambule les posait assez bien, de façon assez large. Moi, j'aimerais les ramener à finalement 2 niveaux de crise. Il y a la crise à l'échelle de soi, chacun d'entre nous, là, acteur de cette transition, la crise dans laquelle on est individuellement. Une crise de confiance, de vision, d'élan un peu, on peut dire, peut-être de perte de goût par rapport à des sujets sur lesquels on est très impliqué. Et ça, j'ai envie de dire que c'est une crise dont il va falloir qu'on se sorte nous-mêmes. C'est les crises internes, il va falloir qu'on les gère. Il faut qu'on retrouve du sens nous-mêmes et qu'on soit capable de voir le grand sujet dans lequel on est ancré. Et donc le deuxième niveau de crise dont j'aimerais parler, c'est la crise globale, systémique dans laquelle est le secteur des bâtiments. Et je suis très contente que Barbara Pampilly soit là avec nous pour nous donner cette dimension internationale dans cette table ronde, parce qu'on a un peu tendance à penser que les problèmes qui nous arrivent n'arrivent qu'à nous en France. Et en fait, ce qui est extrêmement intéressant de voir quand on travaille à l'échelle internationale, c'est que, évidemment, en fait, il n'y a pas que la France qui est touchée. Donc, on ne peut pas dire que c'est un problème de micromanagement français, un problème de la filière française ou un problème de quelqu'un qui n'aurait pas fait ce qu'il faut en France. En fait, ça touche tout le monde. Pareil, à l'échelle européenne et même au-delà de l'échelle européenne. En fait, on est en ce moment au milieu d'une crise qui est pas du tout conjoncturelle, pas du tout liée aux réglementations qui sont pensées par les uns ou par les autres, mais plutôt par une crise qu'on peut donner peut-être en 3 points. C'est d'abord une crise des ressources, la question de l'énergie qui est instable et qui du coup a des impacts immédiats sur le secteur des bâtiments. La question de la ressource matériaux qui est sous tension, ces chaînes d'approvisionnement qui nous interrogent et qui forcément, dans la période dans laquelle on est, évidemment, ça a un sens. De la question de l'eau, qui est de plus en plus rare et qui est un sujet que le secteur des bâtiments a encore très mal appréhendé. On commence à y venir, mais sincèrement, c'est un sujet qui va même, je pense, dépasser les enjeux d'énergie dans les prochaines années. Et la question des sols contraints. Ça, c'est la dimension de la crise des ressources. Une fois qu'on a dit ces sujets-là, on est concrètement en train de passer d'un monde d'abondance à un monde de pénurie. Donc ça, c'est une première révolution. La deuxième crise, elle est climatique. Les bâtiments, fondamentalement à la racine, ils sont là pour protéger les populations. C'est des abris, on met les gens à l'abri grâce aux bâtiments. Et ça, cette fonctionnalité-là au départ. Et les bâtiments sont de plus en plus exposés physiquement par les aléas. On parle aujourd'hui du confort d'été. Avant, c'était uniquement l'hiver. La question du confort d'été est un sujet, mais évidemment, tous les autres sujets, les tempêtes, les questions de vent violent, tous ces sujets-là impactent le secteur des bâtiments qui a toujours la mission de protéger.
La question de l'assurabilité va se poser d'une manière de plus en plus prégnante pour le secteur des bâtiments à cause de ça, et les coûts de l'adaptation vont devoir s'intégrer encore au secteur du bâtiment. Donc on a finalement un secteur qui a des crises de ressources, qui est sous pression énorme du changement climatique et qui doit intégrer tout ce qu'il faut en termes de charges, de coûts pour faire face à ces multi-crises qui arrivent et qui étaient au démarrage pas nécessaire d'être pensées puisque c'était là. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que 50% du PIB mondial, aujourd'hui, c'est la nature qui le faisait gratuitement. Et ça dépendait de ça. Aujourd'hui, la nature ne va plus pouvoir rendre ses services gratuitement. Elle va nous rendre les services, enfin elle ne les rendra plus ces services-là. Ça veut dire que les bâtiments et l'ensemble de la chaîne de valeur va devoir compenser et engager de l'argent pour compenser ce que la nature fait plus. C'est-à-dire typiquement être dans un climat tempéré l'été, c'est plus la nature qui va le proposer. Donc il va falloir qu'on compense. Et ça va avoir un coût et ça va créer des charges pour le secteur des bâtiments. Et donc le dernier point, c'est la question géopolitique. Dans la période actuelle où on est dans la fragmentation du monde, dans le retour au rapport de force, dans la remise en cause des règles communes, eh bien, en fait, le secteur du bâtiment devient un sujet de vulnérabilité nationale, en fait, géopolitique. Si le bâtiment continue d'être hyper dépendant à l'énergie, s'il est hyper dépendant financièrement dans une période où on a un problème d'engagement de finances publiques, encore une fois, qui n'est pas franco-français, tous ces sujets-là ont un coût énorme pour les pays. Et donc, évidemment, les pouvoirs publics, ils doivent faire face à ça, ce qui était une dépense à laquelle ils ne faisaient pas face avant. Et donc, il n'y a plus les mêmes moyens publics qu'on avait avant. Et donc, la filière, elle doit faire face à ça en plus du reste. Donc, le bâtiment, au cœur des crises, c'est aussi un bâtiment au cœur des opportunités, comme l'a dit Barbara Pompili. Parce que si on arrive à voir le rôle stratégique qu'on a d'un point de vue géopolitique, alors on change le game. Parce que, pour le coup, la France est extrêmement en avance sur les sujets. On a gagné cette avance-là durement grâce à l'engagement de tous, de l'État et des filières, des agences, enfin... Tout le monde a fait le job. Donc aujourd'hui, on est en haut du game. La déclaration de Chaillot, c'était vraiment ça. On est en haut du game. Et en fait, on fait quoi? On s'assoit sur nos pieds et on recule? Non. Il faut clairement qu'on crante cette avance et que la France joue son rôle dans cette dynamique internationale. Alors vous parliez de pression sur les ressources. Je me tourne vers Dominique Cottineau. Donc vous représentez ce matin les industriels de la filière bois. Le bois, il en est question dans la RE 2020, qui a fait couler beaucoup d'encre pour ses qualités de stockage carbone. Donc concrètement, où en est la filière bois aujourd'hui par rapport à ces fameuses questions de bouclage biomasse dont on entend régulièrement parler? Bien, la filière bois a pleinement conscience de ses responsabilités et du rôle qu'elle peut jouer dans cette notion d'accélération de la transition écologique. Ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, et Marjolaine l'évoquait, la fragilité aujourd'hui de nos bâtiments et des crises, et peut-être, je ne sais pas si ce sont des crises, mais plutôt des transitions accélérées auxquelles on est confronté. Et aujourd'hui, le bâtiment doit être vecteur de l'accélération de la transition, et il le peut, et il doit s'adapter. Et une question se pose, alors peut-être que je vais jeter un pavé dans la mare, mais est-ce qu'on a aujourd'hui un intérêt à forcer le sujet de la rénovation de bâtiments qui sont potentiellement, pour certains d'entre eux, inadaptés par rapport à l'endroit où ils se situent? On a des phénomènes d'inondation actuellement, le sujet du confort d'été, des bâtiments dont on sait qu'il va être très dur de répondre à l'enjeu du confort d'été, si ce n'est avec des ajouts de systèmes qui vont être consommateurs d'énergie. On sait que l'on peut, au travers d'une conception adaptée aujourd'hui, avoir des bâtiments neufs qui répondront à cet enjeu-là avec des solutions low-tech et donc faiblement consommatrices. Et donc, pour revenir à votre question, nous sommes conscients et responsabilités de l'enjeu que le bois, notamment le bois de structure, peut jouer aujourd'hui dans cette transition. Et pour répondre à cela et revenir sur le sujet de la ressource et du bouclage, on s'est effectivement posé la question de se dire comment allons-nous boucler les scénarios d'offres et de demande. On avait enclenché au niveau de la filière, il y a 2 ans, une étude qu'on en avait confiée à Carbone 4 pour mesurer les conditions de bouclage de l'offre à l'horizon 2050. Il s'avère que on a travaillé sur des scénarios, notamment les scénarios de l'ADEME Transition 2050, pour avoir quelque chose qui fasse sens au niveau de la construction. Et on a vu que sur les différents scénarios, on était en mesure
de boucler, c'est-à-dire d'avoir suffisamment d'offres par rapport à la ressource, avec un volet important qui était inhérent à l'utilisation de produits recyclés, voire réemployés, mais essentiellement le recyclage. Et puis on est sur une phase 2 de cette étude à finalement se dire améliorons ces scénarios de bouclage, parce que ça fait déjà 2 ans et puis on a des choses qui évoluent et qui évoluent très vite, et donner une valeur, finalement une valeur à la fois carbone et une valeur économique. Se dire en volume, nous sommes en mesure de boucler, mais quel est l'impact carbone, notamment du transfert du puits de carbone, du stockage carbone forestier dans l'usage, parce qu'on est confronté aussi aujourd'hui à du dépérissement forestier, à des attaques sanitaires, à des attaques climatiques, incendies ou tempêtes. Et donc à un certain moment, comment est-ce que l'on peut transférer ce produit qui a stocké du carbone en forêt dans un usage long et de façon peut-être accélérée dans le temps. Donc qu'est-ce qui se passe par rapport à cela en valeur carbone et aussi en valeur économique, parce qu'on est sur un marché domestique qui doit renforcer son indépendance et sa souveraineté industrielle. Merci Dominique. Alors Marjolaine, je me tourne de nouveau vers vous pour rebondir sur cette question du carbone. En préparant cette table ronde, vous m'avez dit qu'en fait cette question, qui est évidemment importante, était devenue malgré tout trop comptable, trop mathématique, et qu'elle nous avait finalement éloigné des autres aspects tout aussi importants de l'adaptation au changement climatique. Oui, effectivement, en fait, le sujet du carbone aujourd'hui, c'est un sujet central pour la filière des bâtiments au sens large. Mais en fait, c'est un sujet effectivement qui est beaucoup perçu sur la dimension comptable. Ça a beaucoup de sens, beaucoup d'intérêt quand on parle de finances. Évidemment, si on peut adosser à cette comptabilité carbone des fléchages budgétaires, ce qu'on est en train de faire, alors cette comptabilité, elle devient extrêmement puissante pour orienter nos efforts et nos finances vers la transition. Donc ça a du sens pour ça. Mais ce que ça a comme effet inverse, ou comment dire, le revers de la médaille de ça, c'est qu'on s'éloigne de la dimension que le carbone, c'est le vivant. Et en fait, à la fin des fins, on peut avoir l'impression que c'est juste une case de cocher en plus sur des bilans papier, et on ne se rend pas compte à quel point le sujet carbone, c'est les sujets de vie. Et c'est pas d'ailleurs que le carbone seul, c'est carbone et eau notamment. La question derrière du vivant, c'est ce qu'on essaye de protéger avec le secteur des bâtiments au sens large, c'est la mission de cette filière. Et en fait, il ne faudrait pas qu'on tombe dans la dimension juste c'est de la compta et c'est mon bas de bilan, c'est ça, parce qu'on perdrait tout le sens de ce qu'on est en train de faire. Alors, retour à Dominique, on fait un petit ping-pong. Vous m'avez dit que préparer l'avenir du bâtiment, c'était aussi réfléchir à des dispositifs pour favoriser l'investissement et aussi à des solutions donc, pour assurer la performance et l'adaptabilité des logements. On parlait de la multiplication des vagues de chaleur tout à l'heure et de ce confort d'été qui devient de plus en plus un inconfort d'été. Bien sûr, et je rejoins totalement ce que dit Marjolaine sur la notion du vivant, c'est-à-dire que le sujet du carbone intrinsèquement c'est le vivant, et le sujet du bâtiment dans cet environnement-là, c'est aussi le sujet du vivant, parce que ce sont nous, êtres humains, qui occupons ces bâtiments, qu'ils soient bâtiments de lieux de résidence ou bâtiments de travail, et on a un véritable sujet d'acculturation de nos concitoyens. Je pense qu'aujourd'hui, tous ces sujets-là que l'on évoque avec des visions qui peuvent être pas forcément totalement partagées ou divergentes. Tout le public concentré aujourd'hui au Carrousel du Louvre connaît ces sujets-là et les maîtrise. En revanche, c'est comment nous en parlons à nos concitoyens pour qu'ils s'approprient ce sujet-là, qu'ils le comprennent et qu'ils soient eux-mêmes acteurs de cette transition. Alors ça en passe effectivement par des politiques publiques, mais des politiques publiques de fond. On sait très bien que, et on l'a vu, la finance publique se tarit aujourd'hui. Donc il faut de véritables politiques publiques d'incitation et de compréhension pour que nos concitoyens fassent des choix éclairés et qu'ils puissent comprendre ces sujets-là et que ça ne reste pas effectivement un sujet uniquement comptable. Sylvain Wasserman, j'ai envie de vous entendre de nouveau sur cet avis publié par l'ADEME à l'automne dernier sur les performances réelles des pompes à chaleur en maison individuelle. Pour faire simple, l'ADEME considère dans cette compilation d'études que la décarbonation du bâtiment passera forcément par les PAC, ou en tout cas essentiellement par les PAC, ce qui a fait évidemment bondir beaucoup d'acteurs du secteur. Concrètement, vers quel mix énergétique faut-il se diriger dans le bâtiment ? Alors, en fait, pourquoi on a lancé cette étude Pardon. On l'a lancé parce qu'il y a 2 ans, nos ingénieurs se sont dit, un jour, ce qui va compter sur le marché pour l'électrification des usages et pour les PAC, c'est de savoir si d'abord il y a un dieselgate des PAC. C'est-à-dire, est-ce que les PAC sont au rendez-vous de leur performance ou pas ?
Moi, j'habite en Alsace, j'ai encore des installateurs qui me disent « Oh ben non, les packs, quand il fait froid, ça ne marche pas ». Et on a pris le taureau par les cornes parce qu'il n'existait pas au niveau européen d'études solides sur le sujet qui comparaient les données constructeurs à la réalité de la mise en œuvre. Et donc, on a pris 100 packs en situation réelle pendant 2 ans et on a mesuré la performance sous plein d'aspects. Je résume. Hein. Et on a conclu, d'abord, on ne savait pas ce qu'on conclurait au début de l'étude. On a conclu que les packs sont largement au rendez-vous, avec des COP en moyenne de 3 et pouvant monter jusqu'à 7, donc en fonction des situations. Que deuxièmement, ce qui est intéressant de voir, c'est que 30% des packs ne sont pas bien paramétrés et que donc là, la formation des professionnels, le reparamétrage, la loi d'eau, la façon dont elle est programmée sur une PAC, ça compte énormément. Malgré ça, on a un pack moyen de 2,9, de 3. Donc on a une source d'optimisation faisable et on travaille maintenant avec les professionnels du bâtiment et de l'énergie sur ces aspects-là. Mais surtout, ça nous a fait revoir aussi le curseur entre rénovation et décarbonation. Il y avait une école de pensée qui consistait à dire que ça ne sert à rien de mettre une PAC sur des bâtiments mal isolés. Et en fait, on voit que le curseur, alors c'est jamais tout blanc, tout noir, mais le curseur est différent. Et pour moi, tout ça, cette étude-là, elle visait à avoir une étude de référence qu'on partage d'ailleurs avec nos homologues européens. On a encore une réunion le mois prochain à Bruxelles sur le sujet pour partager des sujets technologiques comme cela. Mais ça permettait d'avoir une référence solide, scientifique sur ces performances-là. Après, le thème du bâtiment, il concentre, à mes yeux, à peu près, et Barbara le disait au départ, à peu près tous les sujets de la transition écologique. D'abord, adaptation et atténuation. Aujourd'hui, on se dit, certains voudraient un peu opposer les deux, mais en réalité, tout le monde a bien compris qu'on ne peut pas travailler sur les effets du dérèglement climatique, c'est-à-dire l'adaptation, sans travailler sur les causes. À un moment, on ne peut pas passer notre temps à travailler sur les effets sans s'interroger sur les causes. Et le bâtiment, il cristallise bien tout ça. Il cristallise cette idée selon laquelle, évidemment, il faut moins d'énergie au mètre carré, évidemment, il faut de l'énergie plus décarbonée, évidemment, les canicules en ville. En plus, il y a des dimensions sociales, parce qu'évidemment, c'est ceux qui sont en situation sociale les plus fragiles, qui ont du mal à gérer ces situations parce que leur bâti est inadapté. Donc, concentre bien le fait que l'adaptation et l'atténuation sont les deux faces d'une même pièce. Et puis, le bâtiment, il est une source d'innovation incroyable, mais il pose un sujet qu'on ne résout pas autant qu'on le voudrait. C'est qu'il y a énormément d'innovation. Et que franchement, l'enjeu aujourd'hui, c'est la généralisation massive des solutions qui marchent. Et il y a une situation un peu paradoxale où on voit des bétons bas carbone, on voit des solutions bois qui sont ultra performantes, on voit des solutions... et on se dit, franchement, il y a quelque chose à faire dans ce que nous, on appelle l'essaimage, hein, c'est-à-dire pas seulement le partage des bonnes pratiques, mais la possibilité de modéliser ces bonnes pratiques, de les identifier, de les modéliser, de voir dans quel cas elles peuvent être diffusées et d'accompagner cette généralisation massive. Donc aujourd'hui, l'enjeu de la transition écologique, à mon sens, sur le bâti, c'est aussi cet essaimage-là. Et pour prendre un exemple très concret, il y a des freins. Par exemple, on parle souvent avec la profession des unités de gestion de l'énergie dans les bâtiments, qui sont une source d'optimisation importante. Vous savez que rien que sur l'usage, on a 20 à 25% d'économie d'énergie sur un bâtiment, rien que sur l'usage. Il y a des initiatives comme Cube qui montrent ces challenges où on essaye vraiment de le prendre, de le démontrer et de le mesurer. Mais sur l'innovation, sur ces approches de gestion des systèmes, il y a un frein qui est que tout ça n'est pas interopérable. Ce qui fait que ce que vous avez sur votre smartphone, c'est qu'il y a un constructeur du smartphone. Enfin, il y a plein d'inventeurs géniaux et de start-up géniales qui créent les apps qui permettent de le mettre sur votre smartphone. Mais vous ne l'avez pas vraiment dans la gestion technique des bâtiments. Et par exemple, il y a un enjeu majeur qui est ce qu'on appelle l'effacement diffus, c'est-à-dire qu'au niveau de chaque logement, que chaque occupant puisse gérer son énergie en liaison avec les pics d'électricité et les dynamiques nationales. Tout ça, c'est possible techniquement. En plus, l'IA nous offre des possibilités énormes.
sauf que les blocages en termes de compatibilité font qu'on n'y est pas encore. Alors la profession travaille beaucoup là-dessus. Il faut encore qu'on passe à l'étape d'après, et c'est ça l'enjeu pour moi majeur qu'on a face à nous. Encore cette notion d'impulsion à mettre en œuvre. Merci Sylvain Wasserman. On a commencé cette table ronde avec Barbara Pompili. On va la finir avec Barbara Pompili. En votre qualité d'ambassadrice déléguée à l'environnement, déjà, est-ce que vous souhaitez réagir à tout ce que vous venez d'entendre et est-ce que vous avez un message de conclusion à l'adresse de la filière? Oui, en réaction, déjà, les crises dont parlait Marjolaine, il faut les prendre au sérieux. Mais il faut aussi, alors ça Sylvain, oui, l'adaptation et l'atténuation, c'est les deux faces d'une même pièce, mais on voit qu'au niveau international aujourd'hui, il y a une vraie volonté de faire comme si le changement climatique n'existait pas. Alors, je nuance, certains pays très peu nombreux, très peu nombreux, les autres, et notamment le Grand Sud, se prennent les effets du changement climatique en pleine figure. Donc eux, si vous voulez, ils ne remettent pas du tout en cause le fait qu'il y en ait un. Donc, mais le problème, c'est que du coup, quand on essaye d'avancer sur les scènes internationales avec les appels qui ont été faits, ou en essayant de réguler les marchés carbone, ou en essayant de travailler à avoir des règles communes, que ce soit au niveau des régions, je pense qu'on garde des règles communes au niveau de l'Union européenne, c'est absolument essentiel, et qu'on les fasse progresser, on se retrouve opposé à des gens qui profitent du système actuel, qui profitent de l'ambiance actuelle pour essayer de bloquer les avancées. Et c'est extrêmement dangereux parce que je crois que dans tous les domaines, et dans le domaine du bâtiment en particulier, les stop and go, ça ne peut pas marcher. Parce que ça bloque tout le monde et ça empêche de pouvoir avoir une direction claire. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Et enfin, moi, je voulais terminer en disant effectivement qu'avec tout ce qu'on a entendu, en fait, vous avez entre vos mains notre vie quotidienne. Vous avez entre vos mains le fait qu'on se sente bien ou pas bien. Vous avez entre vos mains le fait qu'on puisse être un peu optimiste sur l'avenir ou pas. Et effectivement, il faut se réinventer, mais il faut diffuser ces bonnes idées, parce que ce qu'a dit Sylvain est très vrai. En fait, les idées, elles sont déjà là. Quand il va falloir arbitrer entre est-ce qu'on doit rénover ou est-ce qu'on doit tout détruire et tout reconstruire, je pense qu'il faut avoir deux choses en tête. D'abord, tout détruire, tout reconstruire, d'accord, mais il ne faut pas réutiliser beaucoup plus de terrain, parce que la question de la biodiversité est absolument essentielle. Et il y a une autre étude qui est sortie du GIEC de la biodiversité la semaine dernière, qui dit que les entreprises, y compris du bâtiment, qui tiennent compte de la biodiversité vont s'en tirer mieux par la suite. Donc c'est une étude scientifique et je vous encourage à aller la voir, parce qu'en plus il y a des solutions très concrètes. Mais c'est surtout que là, effectivement, il y a eu toute une période où l'énergie n'était pas vraiment prise en compte, parce que elle n'était pas chère, et puis voilà. Donc on a pu faire un peu pas n'importe quoi, mais ne plus tenir compte de notre environnement. Aujourd'hui, l'énergie, c'est pas sûr. Donc il faut maintenant qu'on revienne en fait à ce qui fait l'essence même de votre métier, qui est de tenir compte de l'environnement dans lequel on est. Avant, on tournait les maisons en Bretagne à l'abri du vent pour ne pas se prendre le vent en pleine figure. Quand, dans les endroits du sud, on ne mettait pas des grandes fenêtres parce que sinon le soleil rentrait trop. Et puis, là, c'est pas du tout une spécialiste qui parle, mais c'est vraiment ce qu'on ressent. Et donc, en fait, là, il faut repenser intelligemment les choses. C'est ce qui est en train d'être fait. Revenir à ce qu'on appelle le bon sens. Voilà. Et se dire qu'en revenant à ce bon sens, quelque part, c'est rassurant. Quelque part, ça donne à croire, ça redonne de la confiance. Et puis, n'oubliez jamais, j'avais sorti une phrase de Saint-Exupéry, mais en fait, je la trouvais merveilleuse, parce que sinon, je pourrais vous dire quand le bâtiment va, tout va, mais ça, c'est le truc de tous les politiques. Mais c'est vrai. Mais je trouvais que Saint-Exupéry avait dit quelque chose de merveilleux. Il avait dit, quand vous posez vos pierres, vous construisez le monde. Et je me disais que c'était quand même... qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça? Voilà. Eh bien, merci pour ce beau mot de la fin. Est-ce qu'on a le temps pour des questions? Non, on n'a pas du tout le temps, on a un timing à respecter. Donc voilà, ça fait partie des règles du jeu. Merci beaucoup Dominique Cottineau, Barbara Pompili, Sylvain Wasserman et Marjolaine Meunier-Milfer. Merci beaucoup pour votre participation à cette table ronde. Et on va poursuivre avec notre